Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin vous présenter notre nouveau format Culture. Dans celui-ci, nos rédacteurs et rédactrices vous parlent d'un sujet qui les passionne. Pour ces 3 premiers épisodes, Cécile d'Auvergne, historienne du Japon, va vous parler du suicide guerrier à travers l'histoire militaire japonaise. Elle va commencer par vous présenter les origines de ce suicide guerrier, puis le développement de ce qu'on appelle le seppuku. Enfin, elle va introduire ce que furent véritablement les kamikazes. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec elle pour voir ce qu'il en est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le suicide est un phénomène qui est commun à toute civilisation. Cependant, peu de sociétés ont autant sacralisé le suicide guerrier autant que ne l'a fait la société japonaise. Donc le suicide guerrier, au final, au Japon, cela commence dès l'Antiquité, avec ce que l'on appelle le junshi, l'accompagnement dans la mort. Donc ce qu'il se passait, c'était qu'il y avait peut-être un maître, un général ou un grand seigneur qui mourait, donc généralement sur le champ de bataille, et donc à sa suite, on avait certains de ces guerriers qui le suivaient dans la mort et donc se suicidaient. Mais néanmoins, cette pratique va rapidement devenir désuète. D'une part, la cour impériale l'interdit et d'une autre part, elle est assez en contradiction avec la philosophie bouddhique. En outre, l'Antiquité japonaise a connu environ 4 siècles de paix relative, ce qui donnait très peu de raisons au final pour les guerriers de se suicider en junshi. Mais le suicide guerrier va se développer de nouveau avec l'entrée dans la féodalité et l'avènement de la classe guerrière à la fin du XIIe siècle, et notamment avec les troubles de Genpei qui eurent lieu d'environ 1180 à 1185. Durant cette période de violence organisée, ce que l'on a, c'est qu'on a le retour en fait du suicide guerrier, mais ces morts étaient quelque peu improvisées. Donc c'est-à-dire que le guerrier se jetait sur son sabre, ou s'il s'agissait d'une bataille navale, dans ce cas-là, il se jetait à l'eau et se noyait. On a même quelques cas de pendaison. Et en fait, donc durant le siècle suivant, donc le XIIIe siècle, ce qu'on a, c'est qu'on a les premiers textes épiques qui sont produits, et on a de nouveau quelques conflits guerriers. Et à travers donc ces deux choses, on voit apparaître des premiers témoignages de ritualisation du suicide guerrier, avec notamment la pratique du seppuku. Et ce que l'on va voir en fait, c'est que cette pratique du seppuku va s'intégrer à la philosophie guerrière, au Bushido, ou ce qu'on appelle donc la voie des guerriers. Alors, ce que l'on désigne par le terme seppuku au Japon, c'est une forme de suicide par éventration qui s'est donc propagée dans la classe guerrière des samouraïs ainsi que dans la noblesse guerrière. Le seppuku peut être divisé en 3 étapes. Tout d'abord, il y a la phase de préparation, qui est plus ou moins longue selon si le guerrier commet son acte sur le champ de bataille ou en temps de paix. Durant cette phase de préparation, il va faire des actions comme composer un poème ou boire des coupes de saké. Il va également couramment prononcer ce qu'on appelle le Nenbutsu, une incantation au Bouddha Amida, afin de pouvoir entrer dans son paradis, dans sa terre pure. Le guerrier va alors découvrir son torse, il sera généralement habillé de blanc, et procéder à l'éventration. Donc l'éventration, c'est donc la deuxième phase. Il est généralement effectué avec un sabre court de type tanto ou wakizashi. Donc la première incision se commet donc de gauche à droite horizontalement, comme s'il traçait le caractère 1, ichi. Ensuite, dans certains cas, le guerrier procédait à une deuxième incision, qui elle était verticale, de haut en bas, comme s'il traçait le caractère Ju, 10.
Enfin, dans certains cas, il y avait une troisième étape dans le rituel. On a ce qu'on appelle un kaishakunin, qui était une sorte d'assistant. C'était généralement un ami, un proche, un serviteur ou un disciple de la personne qui commettait le seppuku. Et donc cette personne allait donc soulager les douleurs de la personne qui venait seppuku en tout simplement lui coupant la tête à l'aide d'un sabre long. Donc on a donc ce seppuku qui était généralement commis en public afin de montrer en fait aux témoins que la personne qui accomplissait ce geste faisait un acte de bravoure, un acte de courage, car c'était une manière de se suicider très douloureuse, mais elle montrait aussi la sincérité de son acte. Par contre, les femmes, elles, n'avaient pas le droit de procéder à ce rituel de seppuku. Alors, par contre, si une compagne de samouraï décidait suivre son mari dans la mort, elle pouvait faire ce qu'on appelle un jigai. Ou alors, il y avait des fois, si une femme souhaitait éviter une capture ou un viol, elle faisait un jigaki. Alors, ce sont deux termes, mais qui en fait veulent dire la même chose. Il s'agit donc d'un rituel de mort où la femme, à l'aide d'un sabre court ou d'un poignard, venait se trancher la jugulaire. Alors, par contre, contrairement à leur mère, les enfants de sexe masculin, eux, n'étaient pas épargnés par la douleur du rituel de seppuku. On sait en fait que les jeunes garçons, les futurs guerriers, étaient soumis à l'apprentissage des règles du seppuku. Et dans certains cas, ils étaient amenés à procéder à ce rituel en suivant un frère aîné ou un père, et donc à se suicider en s'éventrant. On a plusieurs cas d'enfants de moins de 10 ans qui ont commis cet acte. Alors, en Occident, on utilise le terme harakiri pour désigner le seppuku. Donc, ces deux termes, au final, sont composés des deux mêmes caractères. Donc, tout d'abord, on a kiri ou kiru ou setsu, qui est le verbe couper. Et donc, associé à ce verbe, on a le terme hara ou fuku, le ventre. Donc, selon l'ordre dans lequel on place les caractères, on a donc l'expression harakiri ou l'expression seppuku. Néanmoins, en japonais, ces deux termes n'ont pas la même signification. Le seppuku était un privilège accordé aux guerriers de haut rang et aux nobles. Tout le monde n'avait pas le droit d'accomplir un seppuku. Donc, par exemple, un guerrier de bas rang, un simple fantassin ou même un citoyen lambda n'avait pas le droit de commettre un seppuku. S'il souhaitait se suicider, il allait plutôt privilégier la noyade ou la pendaison. Toutefois, s'il procédait tout de même à un éventrement, alors on qualifiait son acte de harakiri. Donc c'était un terme qui était un peu moins noble que celui de seppuku. Ainsi, lorsque l'on utilise le terme harakiri pour désigner les actes des grands héros de l'histoire japonaise, c'est un petit peu irrespectueux. Néanmoins, donc, ce terme de harakiri est entré dans les langues occidentales comme le français ou l'anglais. Et cela, on l'a vu dès 1962 par exemple avec le film titré en japonais Seppuku de Kobayashi Masaki et qui a été traduit en français ou en anglais ou même en espagnol par harakiri. C'est la fin de ce premier épisode consacré aux origines du suicide guerrier à travers l'histoire militaire japonaise. Cependant, des questions restent en suspens. Pourquoi se fait-on seppuku? Comment va se populariser cette pratique? Et enfin, quand s'arrête-t-elle? Des questions sur lesquelles nous reviendrons lors de notre prochain épisode, à retrouver sur la chaîne de la Revue d'Histoire Militaire